Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, plaisir double, puisque j'ai deux invités. Thomas Descamps, bonjour. Bonjour. Simon Yachenet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement deuxième violon et violoncelliste du quatuor Agathe, quatuor qui est également composé de Adrien Jurkovic au premier violon et de Raphaël Pagnon à l'alto. Et si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est notamment à l'occasion de la parution d'une magnifique intégrale des quatuors de Brahms, complétée par une transcription pour quatuor d'un des opus 118, intermédiaire opus 118 pour piano, initialement écrit pour piano, transcrit par Raphaël pour votre quatuor. Donc un disque qui vient de paraître pour un nouvel éditeur qui s'appelle Le Label. Donc Brahms pour vous, bien sûr, on va en parler puisque le nom de votre quatuor est lié à Brahms. Il y a une passion particulière, un lien particulier avec Brahms. Oui, tout à fait. En fait, déjà, premièrement, on a commencé le quatuor, on a travaillé le deuxième sextuor, qui est donc dédié à Agathe von Siebold, qui était l'une de ses muses. Et c'est pour ça, en fait, notre nom vient de là. Et puis ensuite, évidemment, le H a été enlevé pour aussi une référence à la pierre. Et donc cet amour de Brahms nous a suivis tout au long de notre parcours. Et puis au moment de graver notre premier disque, la question s'est posée et en fait assez naturellement on est arrivé à l'idée que de manière générale la musique de Brahms était quelque chose qu'on avait en commun, une vraie passion. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait aussi envie de proposer notre version des trois quatuors de Brahms. Voilà. Et c'est pour ça. Alors d'emblée quand on met votre disque, alors je sais peut-être... je sais pas, une impression comme ça que j'ai eue qui est fausse, mais on a l'impression qu'il y a un bonheur pour vous de jouer cette musique. C'est-à-dire que déjà au début de l'opus 51 numéro 1, que parfois d'autres quatuors jouent de manière peut-être plus automnale ou sombre, il y a une sorte de luminosité dans votre version. On sent qu'il y a un bonheur chez vous de jouer cette musique. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'il y a un bonheur de jouer cette musique. C'est un bonheur qui vient aussi du plaisir de l'avoir travaillé et très longtemps, d'avoir beaucoup cherché. Donc oui, il y a un très grand bonheur de faire corps avec cette musique. Et puis on aime beaucoup penser que Brahms est une personnalité très complexe. Et donc ce n'est jamais que profond, que triste ou que joyeux. Il y a toujours une palette d'émotions qui est très large. Et voilà, on aime jouer avec ça. Ces trois quatuors de Brahms sont des œuvres sublimes, mais c'est pas les œuvres les plus populaires. Quand on parle quatuor, alors bien sûr, il y a les références, Beethoven, puis dans un autre genre, Schubert, et puis sans parler de Haydn. Mais il y a des compositeurs comme Brahms ou Schumann, dont le nom n'est pas automatiquement lié au quatuor. D'abord, il a mis beaucoup de temps à les écrire. Il y avait la présence écrasante de Beethoven. Et pourquoi, à votre avis, ces œuvres, alors qu'elles sont quand même d'une séduction, surtout l'opus 51, très prégnante, pourquoi ces œuvres n'ont pas une place centrale dans la littérature pour quatuor ? On en parle très souvent d'ailleurs, ça a été l'un des grands défis de ces 2 dernières années avant de se lancer dans l'enregistrement de ce CD, c'est qu'en fait, elle demande une hauteur de vue assez impressionnante en fait. Ce qui est très compliqué, c'est que ce qu'on retient de Brahms en général, c'est des très longues mélodies, notamment dans ses trios, on pense les sextuors aussi. Et en fait, le médium quatuor, je pense que si ça a été si difficile pour lui de les écrire, c'est parce que c'est pas suffisant en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on en parle souvent, Thomas, notre second violon, on se retrouve souvent à faire des doubles cordes dans tous les sens, parce qu'en fait, on a souvent 5 ou 6 parties en même temps, ce qui rend l'écriture extrêmement dense, extrêmement riche, et c'est extrêmement exigeant pour les interprètes. Et du coup, ça demande aussi une exigence pour les auditeurs parce que les thèmes s'entremêlent, il y a une complexité rythmique, il y a une architecture qui est souvent assez complexe. Malgré tout, comme vous le dites, c'est aussi de la musique, on le pense, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait, extrêmement séduisante et qui, au premier abord, peut captiver l'auditeur. Mais il faut trouver le bon dosage dans le son et dans la manière d'aborder ses œuvres. Parce que sinon, ça pourrait devenir un petit peu indigeste et on a tendance à associer Brahms à une forme de... Une lourdeur germanique. Voilà, exactement. Alors
nous, on n'y croit pas trop. On a envie de penser que Brahms, c'est quelqu'un, justement, Thomas le disait très justement, il y a aussi de la lumière, il y a aussi de la transparence. C'est quelqu'un qui était absolument fan de chorale, par exemple, et de la musique de Palestrina, de Bach et tout. Et donc, il y a une vraie pureté, en fait, là-dedans. On aime penser qu'on a essayé de mettre ça dans le disque et que voilà. D'ailleurs, votre disque, vous le dites aussi dans vos déclarations d'intention, il est placé sous le signe de la nuit, des sorties de Brahms dans les cabarets. Enfin, peut-être que le mot est inapproprié, mais il y a cette vision-là aussi de Brahms. Ah non, c'est pas du tout inapproprié, c'est absolument la réalité. On sait que depuis sa tendre enfance, il jouait du piano dans les cabarets. Donc oui, il a un rapport à la nuit assez particulier, assez riche et assez varié. Mais oui, vous avez choisi d'ailleurs de valoriser parce que le disque est non seulement magnifique à écouter, mais c'est une très belle édition, avec une très belle pochette. Et il y a un côté nocturne aussi et minéral dans les photos de votre quatuor qui sont prises. Ça, c'était un choix oui, important. C'est un choix. En fait, on a passé beaucoup de temps et on a pris beaucoup de plaisir en fait à s'occuper de cet aspect-là du CD. Et notamment en trouvant cette carrière, donc la carrière d'Aubigny, qui est une carrière en Bourgogne, une carrière de calcaire, qui a servi à alimenter Paris en calcaire pour Haussmann, pour l'Opéra de Paris et tout ça. Une carrière qui a 2000 ans, et quand on entre là-dedans, il y a quelque chose de pratiquement sacré, comme une grande cathédrale, ou alors profane, une grande cathédrale profane, je sais pas. Mais en tout cas, on trouvait que ça matchait absolument avec le sacré qu'on donne à la musique de Brahms, quoi, la grandeur et la profondeur. Je me faisais d'ailleurs la réflexion en écoutant votre disque. Brahms, la musique de chambre de Brahms, c'est je crois 20 morceaux à peu près, 20 compositions, 20 chefs-d'œuvre. Mais à chaque fois, il explore des genres différents. Bon, là, quatuor, il y en a 3, mais sinon, il y a un quintet avec piano, un quintet avec clarinette, 3 trios. On sent qu'à chaque fois, il veut explorer les formes, aller dans ses limites et passer à un horizon différent. Et là, en fait, il y a l'opus 51 avec 2 œuvres qui sont contemporaines, puis après, il faut attendre l'opus 67. Mais après, il n'a pas choisi de continuer dans la voie du quatuor, c'est étonnant. Après, je pense le quatuor reste quelque chose d'assez particulier pour Brahms, puisque bien qu'il n'en ait sorti que 3, on pense et on sait qu'il en a jeté aussi beaucoup. Mais il a beaucoup jeté, oui, dans voilà. sa musique de chambre. Ouais. C'est quelqu'un d'insatisfait et aussi écrasé par une tradition beethovenienne qui prend toute la place. Hein, donc, pour Beethoven, le quatuor, c'est le genre parfait. On sent que c'est le bon nombre de voix, c'est là où il se sent bien. Et il en a fait... il a donné ses lettres de noblesse à ce genre et il a couvert de son ombre toute la suite de l'histoire. Brahms se sentait moins naturellement à l'aise, probablement, contrairement au sextuor, au quintet où on sent une facilité. Et par contre, on sent qu'il a voulu chercher, qu'il a voulu essayer de trouver la solution. Voilà, donc on sent toute la recherche dans son travail des quatuors. C'est un peu le propre du quatuor aussi, l'insatisfaction et la recherche. Vous passez votre temps à ça, j'imagine. Oui, c'est d'ailleurs une balance assez compliquée parce que effectivement, la recherche du son parfait, c'est la quête. Quand je dis le son parfait, c'est évidemment associé au passage musical en question, mais c'est une quête sans fin. Il y a des œuvres qu'on travaille depuis des années et il y a une perpétuelle remise en question. Et puis il faut aussi le moment d'aller sur scène être convaincu, pour être convaincant. Donc il y a cette espèce de double aspect avec lequel il faut jongler en permanence, quoi. Mais c'est ça qui m'a toujours intrigué quand je parle avec des quartettistes ou des musiciens qui font de la musique de chambre à un tel niveau. C'est vous passez des années, des mois à préparer des œuvres et puis quand vous vous retrouvez sur scène, quelle est votre marge parce que c'est tellement rigoureux et vous avez tellement travaillé ensemble à créer ce son et c'est une interaction entre vous. Il vous reste une liberté au concert ? C'est une très bonne question. C'est quelque chose pareil dont on parle très régulièrement. On a, je pense, la sensation. Le plus important, en fait, c'est quand on travaille une interprétation, on va faire des choix. Faire des choix interprétatifs forts, dans lesquels on croit. Ce qui va, en fait, être notre marge de manœuvre, c'est d'être sur le moment présent. Un choix peut prendre plus ou moins de temps,
peut être plus ou moins fort, peut être vécu d'une manière différente en fonction de la salle et en fonction de ce qu'on ressent sur le moment. La marge de liberté, elle est là, c'est-à-dire, si vous voulez, le canevas de l'interprétation, c'est comme le texte d'une pièce de théâtre, donc il est assez balisé. Ça va plutôt être la manière dont on va le dire sur le moment qui va provoquer cette forme de déséquilibre. Par exemple aussi, comme disait Thomas, de temps en temps, on parlait des rôles, etc. Être très à l'écoute, être un caméléon et s'adapter en permanence à ce qui est en train de se passer permet en fait une marge de manœuvre finalement, même si des fois elle est minime, hein, sur des passages évidemment. Il y a une marge de manœuvre qui est minime, mais elle existe. Je pense vraiment qu'on peut venir se chercher, même sur des nuances, parce que la salle le permet, de descendre plus bas, de monter plus haut, d'étirer le temps, au contraire avancer. Il y a des décisions qui peuvent être prises sur le moment. Un regard, une idée suffit des fois à venir bouleverser la routine. Simon Yachmet, vous avez le sens de la transition, puisque vous parlez de théâtre et que le 18 mars prochain, il y a un concert pour la sortie de ce disque qui sera donné au Théâtre de l'Atelier. Donc ce magnifique écrin qu'on lit peu en général à la musique. Et c'est un grand bonheur, la perspective de vous écouter dans ce lieu. Donc pourquoi vous avez choisi le Théâtre de l'Atelier pour cette sortie de disque Brahms? Alors déjà parce que c'est une salle qu'on trouve absolument sublime. Qu'on connaissait et que cette impression de pouvoir jouer dans un théâtre parisien, c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup. On aimait aussi beaucoup l'idée de pas forcément aller dans une salle habituelle, c'est-à-dire faire de cet événement autant pour nous que pour les gens qui viendront quelque chose de un petit peu particulier, un peu hors des habitudes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné un peu vers ce genre de salle. Alors vous serez en très très belle compagnie, puisque vous serez aux côtés de l'altiste Léa Enino, de la violoncelliste Caroline Sipniewski, d'Agathe Perra, Bertrand Laude, de Pierre Cussac, donc voix, clarinette, donc pour des extraits notamment du quintet avec clarinette, et puis un immense chef-d'œuvre qui n'est pas de Brahms, qui est La Nuit transfigurée de Schoenberg, et c'est là où je voulais en arriver, parce que dans votre disque d'intégrale des quatuors de Brahms, vous avez joint cette transcription de l'opus 118 pour piano. Je me disais, en écoutant cette musique, ça évoque vraiment, on voit la filiation avec Schoenberg et La Nuit transfigurée. C'est incroyable comme ça apparaît, alors que ça n'apparaît pas forcément quand on écoute l'œuvre originale au piano. Et ça vous a sauté aux oreilles aussi? Oui, alors ce qu'on adore, c'est pour ça, en fait, on fait régulièrement des transcriptions de pièces pour piano pour quatuor. Et il y en aura d'ailleurs le 18 mars, puisqu'il y aura des leaders. Exactement. On va jouer un lead dédié à Agathe von Sibot, justement, accompagné par le quatuor Agathe et chanté par Agathe Perra. Et donc, vous l'avez choisi pour son talent, pas pour son prénom. On sait pas. Non, c'est une amie et une chanteuse formidable. Et on est très content de partager la scène avec elle. Et donc on aime beaucoup faire des transcriptions de pièces pour piano parce que ça transforme complètement la matière. Et nous qui sommes des amoureux absolus de l'harmonie et du mélange des sons, le fait de pouvoir tenir ces sons qui s'évanouissent au piano donne une dimension inattendue en fait à toutes ces pièces. Et c'est peut-être ça aussi qui nous font plonger dans l'univers un petit peu qui annonce Schoenberg, le jeune Schoenberg d'après. Alors, votre quatuor, le quatuor Agathe, il a été créé en 2016. Donc, comment ça commence à faire une période intéressante. Vous êtes passé de jeune quatuor à quatuor d'une certaine maturité. Et comment vous avez construit votre répertoire depuis 2016 ? Là, on a beaucoup parlé de Brahms, puisque à l'occasion de ce disque... Par les concours internationaux. Non, ça a été une étape importante, oui, bien sûr. En fait, je fais la blague, mais cela dit, en fait, c'est le moment où on construit, parce que la période des concours, en fait, nous fait voyager à peu près sur toute l'histoire du quatuor. Et après, au-delà de ça, le répertoire est évidemment tellement riche que ça va être plutôt des sensibilités. Alors évidemment, on a une sensibilité particulière pour Haydn, mais il y en a beaucoup, donc comment est-ce qu'on les choisit ? Ça arrive des fois qu'en répétition, il y a un collègue qui arrive et dit « Ah les gars, j'ai trouvé ce quatuor, j'ai trouvé cette version, je trouve ça génial, allez écouter ». Et en fait, on se dit « Ah bah ouais, d'accord, on pourrait essayer de faire notre version de cette pièce, d'un coup, on a une passion sur le moment pour cette pièce-là ». Ou alors là, on a récemment découvert un quatuor de Korngold, par exemple, dans lequel on va se lancer. C'est souvent des coups de cœur, en fait. Et puis après, il y a évidemment... les grandes œuvres dans lesquelles on a envie de se plonger un peu
parce que c'est par ce biais-là qu'on est rentré dans le quatuor aussi. Moi, je me rappelle, depuis tout petit, j'entends La jeune fille et la mort. Quand c'est arrivé sur le pupitre avec le quatuor, c'était évidemment un peu un rêve d'enfant de le faire. Vous souvenez par qui vous l'écoutiez à l'époque? Moi, je me rappelle très bien, j'ai un CD des Jérusalem, du Jérusalem Quartet, qu'on a rencontré d'ailleurs. C'est là où on voit que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, parce que pour moi, c'est un disque récent, le Quatuor de Jérusalem. Mais ouais, c'est un disque qui m'a été offert par mes parents, et je me rappelle En fait, c'est drôle, hein, c'était dans un voyage en vacances, en voiture, et j'ai reçu un choc, comme je pense beaucoup de gens, de ce premier mouvement. Voilà, c'était dans la voiture pour aller dans le sud, mais c'était un grand moment. Donc, et c'est un quatuor que vous avez rencontré, vous avez discuté avec eux? On a même joué avec eux, on a partagé la scène avec eux. C'est un quatuor. Pour Mendelssohn ou Ouais, on a fait de Mendelssohn. Tout à fait. Ouais, en Suisse. Et on les connaît un petit peu. Pareil, c'est l'un des quatuors qu'on admire beaucoup, notamment. Ils ont un très bel opus 51 numéro 2 de Brahms, d'ailleurs. Brahms, très beau. Et puis, eux n'ont pas enregistré l'intégrale. Non, eux ne l'ont pas fait. Ça viendra peut-être. Et donc, on va revenir justement à Brahms et à votre idéal de quatuor. Quand vous avez créé ce quatuor en 2016, d'ailleurs, vous êtes toujours les mêmes, ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Vous êtes les 4 membres fondateurs de ce quatuor Agathe. Vous aviez des sons de quatuor idéaux dans la tête ou des exemples non pas à suivre, mais qui pour vous représentaient une forme d'idéal Oui, des exemples à suivre, oui. Enfin, je pense que n'importe quel interprète ou artiste a d'abord des mentors, des inspirations sonores très fortes. Pour nous, je dirais qu'il y a 2 grands quatuors qui nous ont beaucoup inspirés dans la génération au-dessus de nous, c'est les Belcea et les Eben. Eben avec qui on a étudié, Belcea, on a eu la chance de rencontrer leur violoncelliste brièvement, mais sinon on les connaît. L'ancien ou le nouveau? L'ancien des Eben, vous voulez dire oui, l'ancien des Eben ou le nouveau Non, l'ancien des Eben. On a travaillé avec Raphaël Merlin à de nombreuses reprises. Et les Belcea, c'est un quatuor pour lequel on a aussi un vrai amour, parce qu'il y a cette quête sonore ultime qui nous bouleverse. Et c'est vrai que ces 2 quatuors nous ont profondément marqués, continuent de nous marquer, mais après il y a évidemment d'autres inspirations. Les Amadeus par exemple, pour les Brahms, nous ont aussi inspirés. Les Berg qu'on a rencontrés sont une source d'inspiration. Voilà, les Casals, Quartetto Casals, magnifique quatuor, notamment pour le répertoire du 18e, Mozart Haydn, sont des inspirations inépuisables aussi pour nous. C'est incroyable d'ailleurs que vous allez jouer le 18 mars beaucoup de Brahms, et l'unique compositeur qui n'est pas Brahms, c'est Schoenberg avec la Nuit transfigurée. C'est incroyable parce que quand Schoenberg est arrivé, Brahms était considéré comme justement un maître des anciens par rapport à Wagner, et chez Schoenberg qui est un des premiers a fait valoir la modernité de Brahms. Et maintenant, quand on lit les 2 noms, ça paraît presque s'imposer. Souvent, il y a le 2e sextuor de Brahms qui est joué avec la Nuit transfigurée. Pour vous, il y a beaucoup de liens entre ces musiques? Oui, tout à fait. Puis il y a cet amour chez les 2 compositeurs de l'harmonie aussi, de la richesse, de la complexité rythmique, mais dans un sens de richesse vraiment. Et chez nous, ça réveille les mêmes passions et les mêmes envies de jouer, de mourir pour ça, quoi. Et alors on va parler un peu cuisine. Comment ça se passe? Parce que les auditeurs ne savent pas forcément comment travaille un quatuor. Vous devez monter une œuvre. Alors d'abord, il y a le choix. Alors soit c'est pour un concours, soit pour un concert. Là, on parlait hors micro de concerts que vous avez donnés en janvier à la Cité de la Musique dans le cadre de la Biennale du Quatuor. C'était des œuvres contemporaines que vous avez choisies. Donc il y a à chaque fois un contexte, mais vous devez monter une œuvre. Chacun travaille dans son coin, ou vous commencez une lecture commune. Comment ça se passe? On ne peut pas vraiment commencer une lecture commune si chacun n'a pas déjà quand même regardé, parce que en général, pour la plupart des œuvres, techniquement, c'est trop difficile. Donc ça nécessite forcément d'avoir quand même sérieusement débroussaillé tout seul. Et ensuite, je pense que chaque quatuor a un peu sa petite cuisine, où je pense qu'on prend beaucoup de temps pour construire, en fait, apprendre lentement l'harmonie, jouer pas trop vite et faire entrer beaucoup d'informations, et surtout se familiariser en fait
avec l'harmonie. Vous le dites d'ailleurs dans le texte qui accompagne, je crois, ce disque, vous avez travaillé lentement ces quatuors de Brahms. Très, très longtemps, très longtemps. Et en fait, encore aujourd'hui, quand on s'apprête à les jouer, on commence la répétition par jouer un mouvement lentement, avec un son plein et sain pour réentendre toutes les harmonies, réentendre toutes les imbrications rythmiques. Il y a beaucoup d'utilisation de polyrythmie de 3/2, voire 3/4 parfois. Et en fait, on essaie de faire corps avec ces complexités dans le lent, en fait, pour ne s'autoriser aucun compromis. Et ensuite, pour petit à petit jouer un peu plus vite et les faire rentrer dans quelque chose de naturel. Alors, je le répète, votre intégrale, les quatuors de Brahms, qui vient de paraître pour le label. Donc, c'est Appassionato, le label. Appassionato, pardon. Est merveilleuse. Et l'opus 67, c'est un peu aussi le mal-aimé. Enfin, les deux premiers quatuors sont beaucoup plus joués que ce troisième quatuor, qui est absolument merveilleux. Et puis, on en parlait aussi hors micro. Ce qui est incroyable, c'est ce dernier mouvement, où Brahms se reprend après des variations. Il mêle le thème du premier mouvement d'une manière totalement incompréhensible pour le béotien que je suis, c'est-à-dire qu'il arrive à conjuguer deux thèmes tellement différents. Enfin, c'est incroyable. Il l'a fait aussi dans le quintet avec clarinette. Et comment vous arrivez, vous, en tant qu'interprète, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en scène, ce passage en fait, il faut le réaliser. D'abord, il faut le comprendre. C'est quelque chose de l'ordre de la conscience. On peut pas forcément le surjouer, en faire trop ou le montrer, mais on essaie de l'intégrer et de le vivre au moment où ça arrive pour que le public puisse le recevoir. Ça fait partie des petits côtés un petit peu, je pense, surtout dans l'opus 67, mais un petit peu du personnage un petit peu drôle peut-être de Brahms, qui aime faire cette petite blague à la fin et de repartir complètement dans le premier mouvement, on ne sait pas pourquoi. C'est avant de faire jouer les deux thèmes en même temps, deux mesures, enfin 2 lignes avant la fin, quoi. Vraiment, c'est assez marrant comme il fait ça. Alors le 18 mars, donc, il y a ce concert au Théâtre de l'Atelier à l'occasion de l'apparition de ce disque, avec une pléiade d'autres artistes. On a dit leurs noms, Léa Hanino, Caroline Sipniewski, Agathe Perra, Bertrand Laude et Pierre Cussac. J'ai souvent parlé avec des clarinettistes en leur demandant, par exemple, quand vous jouez le quintet de Brahms, est-ce que vous préférez jouer avec un quatuor constitué, ou est-ce que vous préférez jouer avec des musiciens qui ne sont pas forcément un quatuor constitué? Alors, les avis sont assez divergents, parce qu'il y en a qui disent, avec un quatuor constitué, d'abord ils connaissent bien l'œuvre, puis ils ont une vision d'ensemble, etc. Mais parfois, c'est pas une lutte, mais on arrive, ils ont une idée de l'œuvre qu'ils ont travaillé pendant des années. Moi, j'arrive, clarinettiste ou autre, et parfois, s'ils jouent avec des musiciens qui ne sont pas un quatuor constitué, les choses sont très différentes. Alors vous, quand vous jouez avec des musiciens comme ça, Léa Hanino, d'autres, qui viennent, comment se passe le dialogue? Parce que vous avez... C'est des œuvres que vous avez beaucoup jouées, vous, avec d'autres, ou... C'est très difficile, ou est-ce qu'ils ont l'impression, ces musiciens qui viennent, que vous avez une vision avec laquelle ils doivent lutter? J'espère que non. Mais alors je vois très bien ce que vous voulez dire. Effectivement, pareil, on y revient, c'est aussi l'un des grands défis du quatuor, c'est que effectivement, quand on arrive sur des œuvres avec des invités, vous avez cité le quintet avec clarinette de Brahms, mais il y en a plein d'autres, on a une vision. Ça, c'est certain. On a une idée sur à peu près chaque passage. On a une idée forte. Par contre, notre métier, il est aussi de se dire que c'est une œuvre qu'on va peut-être jouer des centaines de fois. Les personnes qui vont rentrer dans le groupe sont en fait une vraie richesse au moment où elles rentrent dans le groupe. Et ça nous est encore jamais arrivé, mais j'imagine très bien que des visions peuvent clasher, rentrer en conflit. Ça, c'est possible, hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être des fois nécessaire pour avancer et progresser dans notre vision. Mais la plupart du temps, en fait, surtout qu'on a la chance de partager la scène avec des artistes souvent absolument fabuleux, ils apportent en fait au groupe. Parce que eux aussi viennent avec leur vision et avec leur bagage. Ils ont peut-être joué avec d'autres quatuors, avec d'autres personnes, etc. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais on a fait le quintet de Schumann avec Théo Fouchenray. Oui, un merveilleux pianiste. Voilà, c'est un copain du conservatoire, etc. Et puis c'est un merveilleux pianiste.
effectivement. Et c'était sur le mouvement lent c'est ça, hein, sur le mouvement lent du quintet notamment. Mais il y a un tempo marqué et on s'est dit, peu de gens font le tempo marqué sur l'entièreté du mouvement, et on a essayé, et c'est un parti pris fort qu'on n'aurait peut-être pas fait avec un autre pianiste. Lui nous l'a proposé et on est allé au bout. Et d'ailleurs, de manière générale, on avait cette espèce de vision avec lui d'un tempo très très stable, et c'était franchement génial, alors qu'on l'aurait pas forcément fait avec un autre pianiste. Ou d'ailleurs on l'a joué quelques mois auparavant avec un autre pianiste, c'était pas du tout ça. Et là on est convaincu par exemple par cette vision avec lui. Voilà, donc en fait c'est des vrais moments de richesse aussi, quoi, de pouvoir échanger, et ça nous sort aussi de notre quotidien, de notre vision. C'est génial en vrai. Alors, vous parlez de grands interprètes. Le 30 avril, vous jouerez à la salle Gaveau aux côtés d'un de vos mentors, qui est Gabriel Magadur, qui est second violon du Quatuor Ébène, un de vos anciens, un quatuor qui aujourd'hui a une stature... une magnifique stature qui doit avoir plus d'une vingtaine d'années, ce quatuor Ébène. Donc vous jouez avec lui des extraits du concert de Chausson avec Franck Bralet au piano, à l'occasion de l'apparition d'un autre disque, donc d'un autre univers. Tout à fait, oui. Là en ce moment on est gâtés. On a notre prochain disque, sur lequel on a participé, on a collaboré, donc avec Franck Bralet et Gabriel Magadur. On a eu la chance de graver le concert de Chausson, qui sort donc le 1er mars 2024. Et donc effectivement, il y a une soirée de lancement de ce nouveau label le 30 avril à la salle Gaveau. Donc un tout autre répertoire. En même temps, quand on écoute les œuvres de Chausson, musique de chambre, je dis pas que c'est lié à Brahms, mais il y a aussi ce côté très fourni des cordes, très orchestral. Peut-être que je m'égare, mais quand on écoute le quatuor ou le concert, il y a une vision assez orchestrale du quatuor. Ah oui, tout à fait. Chausson fait partie des compositeurs français qui avaient une fascination certaine pour Wagner et pour la musique allemande. Donc en fait, il y a quand même une filiation. Ça fait partie. Il y a quand même une grande richesse harmonique, une grande richesse rythmique, et avec une patte de son assez riche. Alors pour revenir à votre intégrale Brahms, qui commence donc par le premier quatuor, l'opus 51, numéro 1, on est frappé, je le disais, par ce côté justement presque heureux de cette musique qui est souvent liée à une certaine douleur nordique. Et vous, il y a un tempo assez vif. Vous avez dû beaucoup vous interroger parce que c'est le début de l'intégrale, donc il faut prendre l'auditeur. Et vous avez dû beaucoup vous interroger sur ce tempo. Oui, on a essayé à peu près tout, ce qui est possible. C'est l'avantage de faire du quatuor et uniquement du quatuor, c'est qu'on passe tellement de temps en répétition qu'on a la possibilité de chercher un peu dans toutes les directions. Et donc tout à l'heure, je parlais un peu de la richesse de la personnalité de Brahms. Et c'est vrai que dans ce début du premier quatuor, opus 51, bien que ce soit assez dramatique, on voyait une certaine forme de victoire. Il y a quelque chose d'assez victorieux dans cette annonce en fait du premier quatuor. Alors, quand on parle quatuor, il y a quand même deux noms qu'on ne peut pas éviter. C'est Beethoven et Bartók, qui sont les deux grands piliers, l'un au 19e et l'autre au 20e de la littérature pour quatuor. C'est des compositeurs qui sont peut-être aussi intimidants pour le quartettiste, ou je ne sais pas, que vous abordez. C'est les deux monts Everest du quatuor aussi, oui. À part Haydn. Oui, c'est tout à fait ça. On a d'ailleurs commencé, je me rappelle, le quatuor... avec son 7e quatuor de Beethoven. Le premier de D'ailleurs, Razumovsky. je le dis aux auditeurs, pour moi, si les gens ne connaissent rien dans les quatuors de Beethoven et veulent entrer dans cet univers, il faut commencer par le 7e, qui est le plus séduisant, mélodique. Enfin, ils sont tous sublimes, mais celui-là, il y a un charme immédiat, une beauté, une émotion immédiate. C'est ce qui nous a séduit d'emblée, c'est bouleversant. Et puis avoir l'occasion de se plonger dans ce mouvement lent en tant que jeune quatuor. On était trop jeunes pour jouer ça. Et en même temps, je pense que ça nous a fait grandir vite sur des questions essentielles de maturité musicale, de compréhension du texte, d'architecture, d'harmonie, de recherche d'un son à 4, etc. Par contre, c'est une œuvre extrêmement difficile, mais bon, c'est peut-être l'une de mes œuvres préférées en quatuor. Et Bartók, on en parle aussi assez souvent. Moi, en tant que violoncelliste, c'était un compositeur que je connaissais très mal parce qu'on n'a rien. Oui, il n'y a rien. Pour il y a des transcriptions de danse roumaine ou d'autres voilà. choses. Oui. Mais bon, disons pas d'œuvre majeure. Voilà. On n'a pas de grandes œuvres, les violonistes en ont, les altistes en ont. Donc c'est un compositeur en fait je connaissais très mal et que j'ai abordé par le quatuor. On a commencé par le 3e. Et ça a été pareil. À chaque fois qu'on l'a joué, c'était
un vrai bonheur, quoi. Et là, on s'est plongé dans le 6e quatuor, très très différent, beaucoup plus. Lui qui est douloureux, avec des mouvements. Ah ouais. Là, pour toujours le coup, l'alto qui prime. On est dans un crépuscule Oui. total et une œuvre d'une grande douleur, mais ça nous a pareil bouleversé et on espère en faire plus. Ça fait aussi partie des choses dans le coin de notre tête. On aimerait tous les faire, je pense. Ça fait partie des grandes. Ouais, j'aime à me dire qu'on les fera tous. Je sais pas si on les enregistrera un jour, mais ça serait génial. Donc là, il y a 2 projets importants, Brahms et Chausson. L'autre, c'est une monographie, c'est que du Chausson, l'autre disque auquel vous avez participé, ou dans lequel il y a le concert. Non, l'autre CD, c'est l'autre pièce sur le CD, c'est le sonate de Lequeux, en fait. Donc on ne participe pour pas. Violon et piano. Voilà, exactement. Donc avec Franck Bralet et Gabriel Le Magadur. Donc c'est un peu Gabriel Le Magadur qui mêle son amour du quatuor, son amour chambriste, et qui en même temps veut se faire entendre comme violoniste. Oui, il a justement fait une interview très intéressante à ce propos sur France Musique il y a quelques jours, où il parle justement de ce que c'est que d'être second violon et de se lancer dans un projet. Et puis on est très 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 heureux qu'il nous ait proposé de participer, parce que c'est... Alors moi personnellement, en tant que second violon, c'est Gabriel Le Magadur est une idole absolue. Pour moi, ça fait non seulement partie des grands violonistes des très grands violonistes que je connais, et aussi qui est panthéon des plus grands second violons de l'histoire. Donc c'est très intéressant d'ailleurs, cette notion de premier violon, deuxième violon. Bon, on parle pas de l'altiste et du violoncelliste, il y en a qu'un qui joue de chaque instrument, donc le problème se pose pas. Mais cette idée des 2 violonistes avec l'un qui est premier violon, alors on en parlait aussi hors micro, il y a quelques quatuors mais très peu, où parfois les rôles sont inversés. Mais en général, on n'imagine pas au quatuor Amadeus Norbert Breinin être second violon et comme ça, et on n'imagine pas d'autres second violons être premier et inversement. Comment les rôles se sont attribués au départ, Thomas Descamps Alors, assez naturellement, pour l'histoire, en fait, quand j'ai commencé à jouer avec Simon et Raphaël, il y a un peu plus que le début du quatuor, on en faisait un peu au conservatoire de Boulogne. Je jouais du premier violon et j'étais persuadé que j'allais faire ça toute ma vie. Et au moment où on a décidé de commencer sérieusement et de commencer à passer du temps, il fallait qu'on trouve un autre violoniste. Moi personnellement, et les autres aussi je pense, mais moi personnellement étant fan de Adrien qui a juste quelques années plus que nous, j'ai proposé d'emblée en fait de lui proposer de la place de premier violon, et je suis très très heureux de ça, parce que c'est un violoniste qui m'inspire tous les jours, qui m'apporte des choses que je connaissais pas avant, et qui sont des richesses très différentes de celles que j'ai, je pense. Donc c'est avec un très grand plaisir que tous les jours je suis là pour essayer de le soutenir. Oui, mais c'est ça qui est passionnant. Quand on voit un quatuor, si je caricature, on a l'impression que le second violon, c'est Clint Eastwood et qui reste comme ça, avec sa stature, et que, à l'abri des balles, etc. Et que, alors oui, à l'abri des balles, plus, c'est sûr qu'on est plus à l'abri des balles en soi. Non, mais qui est en même temps la stature, qui, avec l'alto, c'est les fondations. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a un aspect colonne vertébrale dans la paire centrale. Et il y a quelque chose de très fondateur forcément dans le son du quatuor, et en même temps voilà, il faut une souplesse permanente, se fondre toujours dans les autres instruments, parce qu'en fait second violon c'est aussi le seul membre du quatuor qui n'est pas qui joue l'instrument que quelqu'un d'autre déjà joue. Oui. Et c'est Luc Maréguera qui posait cette question de qu'est-ce que c'est que le... Donc lui qui était second violon du Exactement. quatuor Isaïe. Voilà. Ouais. Et il posait cette question, qui est censé être le second violon, qui n'est d'autre qu'un deuxième violon. Il n'y a pas de deuxième alto, il n'y a pas de deuxième violoncelle. Il y a un violoncelliste, un premier violon, qui est le violoniste. Et voilà, il faut trouver une place. Et voilà, ça peut être... parfois je suis deuxième alto, parfois je suis deuxième violoncelle. Je peux être un peu deuxième tout, et en même temps c'est passionnant. Ça demande beaucoup d'agilité, je pense, mais
En tout cas, très ces riche. places, tous les quatre, vous les avez merveilleusement trouvées, en jugé par cette intégrale des quatuors de Brahms qui vient de paraître pour le label Appassionato, label lancé par Mathieu Herzog, qui était l'altiste du quatuor Eben et qui maintenant mène une carrière de chef d'orchestre. Donc on attend avec impatience votre concert du 18 mars au Théâtre de l'Atelier en si belle compagnie, et aussi le 30 avril à la Salle Gaveau en si belle compagnie. Et puis il y aura des concerts puisque vous êtes Rising Star, donc ça vous donne une ouverture pour des concerts dans plein de pays. Et puis on vous retrouvera bien sûr à la Cité de la Musique l'année prochaine dans ce cadre de Rising Star. Mais on va peut-être pas dire la date parce que si les gens doivent noter des dates pour 2025, il y a déjà une actualité assez riche pour 2024. En tout cas, Simon Yachmet, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et Thomas Descamps, eh bien, merci beaucoup. infiniment. Vous étiez respectivement violoncelliste et deuxième violon de ce magnifique quatuor Agathe. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec Simon Yachmet et Thomas Descamps, membres du quatuor Agathe, je vous propose d'écouter ce quatuor, interpréter le premier quatuor, opus 51, numéro 1, de Johannes Brahms. Je vous en souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.